Salut à tous, on est en live, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. J'espère que vous êtes en grande forme et j'espère que vous êtes prêts à prendre votre dose de caféine, mais pas que pour cette journée. Dites-moi dans le chat que vous êtes avec nous. Voilà, je vois que c'est parti. Faites-nous un petit coucou. Au sujet des commentaires, d'ailleurs, vous avez un lien dans le descriptif de ce live sur lequel vous pouvez cliquer pour que je puisse afficher votre nom lorsque vous commentez ou lorsque vous nous posez des questions avec mon invité. Mon invité aujourd'hui qui est Sébastien Bigot. Sébastien, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va super bien. Comme toujours, on essaye d'être toujours positif. C'est vrai que c'est l'histoire du commerçant qui te dit en disant bonjour, c'est dur en ce moment. Non, tout va bien. Tout va cool. Sébastien, merci beaucoup en tout cas de prendre le temps de passer cette demi-heure, ces 40 minutes ensemble. Je vois que les gens sont en train de se connecter. On a Estelle qui est là. Salut Estelle. On a des gens qui doivent cliquer impérativement sur le lien dans le descriptif pour que je puisse afficher leur nom. Merci en tout cas à tous encore une fois d'être fidèles à ce rendez-vous. Je suis super content aujourd'hui d'accueillir Sébastien, que je connais bien maintenant depuis quelques années, qui est un grand professionnel. Et je pense que ça va être très intéressant d'échanger aujourd'hui sur l'immobilier en 2020, sur les facteurs clés de succès pour réussir dans cette période, dans cette année qui a été un petit peu particulière, comment est-ce qu'on peut se projeter sur les semaines et les mois qui viennent. Ce que je te propose, Sébastien, c'est de démarrer par une rapide présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Oui, alors je suis Sébastien Bigot, j'ai 41 ans, je suis dans l'immobilier depuis 23 ans, donc j'ai démarré très jeune puisque à la sortie du bac, moi j'ai eu mon bac en poche en juillet comme tout le monde et puis je me suis inscrit, je dirais, en tant qu'agent commercial en septembre de la même année, à 18 ans. Donc c'était une belle expérience. Donc j'ai travaillé dans différents réseaux, agences indépendantes, un gros parcours agence malgré tout, parce que dans ces années ça n'existait, il y avait que ça qui existait. Et puis après, j'ai été dans des réseaux style La Forêt, Avis Immobilier, Square Habitat, à des postes de direction régionale, direction commerciale. Et puis, j'ai ensuite bifurqué vers la formation, puisque j'ai eu un organisme de formation spécialisé dans les métiers de l'immobilier. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est d'ailleurs rencontré la première fois. Ouais. Et puis ensuite, je suis revenu au terrain, notamment parce que venant d'avoir une petite fille, je voulais plus forcément me déplacer sur toute la France. Donc, je suis remis sur le terrain, je dirais, en tant que mandataire immobilier, parce que ça m'intéressait aussi de connaître ce monde-là. Et puis une connaissance d'il y a 20 ans. Un jour, on a discuté, il m'a dit que le réseau Ximo recherchait un directeur de réseau. Donc, j'ai repris le réseau Ximo en octobre 2019. Et donc, réseau Ximo, c'est un réseau spécialisé en fait avec les professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on recrute à 98% que des professionnels de l'immobilier. Je ne dis pas qu'il y a une ou deux exceptions dans le réseau comme partout, mais on a essentiellement des professionnels de l'immobilier. Voilà. Donc, le positionnement, on va dire, c'est des gens qui sont déjà en activité, souvent en agence et qui viennent avoir une première expérience d'indépendant chez vous? Oui, alors beaucoup cette partie-là, et puis une bonne partie aussi dans des réseaux d'indépendants qui changent. Pour différentes raisons. D'ailleurs, je suis en train de lancer un genre de radioscopie un peu du réseau pour bien comprendre et bien connaître en fait l'expérience. En fait, moi, je tue un peu l'a priori de se dire, quand on parle de personnes expérimentées, toujours on dit ouais, moi je veux pas des vieux de l'immobilier, mais en fait, on peut être expérimenté avec 2-3 ans, et puis on peut être très très bien aussi avec 20 ans d'immobilier derrière nous. Hein. Donc, il n'y a pas de je dirais, de discrimination à ce sujet-là. Voilà. C'est combien de mandataires aujourd'hui, réseau Ximo? On est 80 mandataires en France, avec un développement qui est particulier, puisque, alors, bien évidemment, ils sont indépendants, donc ils n'ont pas de secteur de prospection. Ils peuvent rentrer des biens où ils le souhaitent, puisqu'ils n'ont pas de sectorisation. Par contre, on essaie de sectoriser le recrutement, on va dire. C'est un peu spécifique, mais c'est-à-dire que je ne vais pas mettre 2 personnes sur la même ville. Alors, quand je dis ça, je parle des villes moyennes de France. Hein. Bien évidemment, quand on est à Lyon, Marseille, Paris, on peut en mettre largement plus qu'un. Mais on essaye de les mettre vraiment dans un système de pas mini entreprise, mais entreprise où ils ont vraiment un centre de profit à gérer sur une zone.
Et puis, en fait, on travaille intelligemment. C'est-à-dire que moi, j'ai des négos qui m'ont dit, tiens, ce serait bien si on avait quelqu'un sur telle zone, je vais orienter mon recrutement sur telle zone pour faire en fait du lien entre les différents agents. Et avec un potentiel entre 400 et 500 agents à terme sur le territoire national. Super, merci pour cette présentation. Merci encore une fois à vous tous d'être connectés. Vous êtes quasi une trentaine maintenant. Salut à Franck. Au Franck, il y en a plusieurs. Salut Valérie, salut Nathalie, Nadia. Merci encore une fois à tous de votre fidélité. Je vois aussi des noms. Parce que tu sais, on t'affiche même un tel regarde. Alors, il ne commente pas, mais tu sais qu'il regarde. Et du coup, ça me donne l'occasion de dire coucou, que ce soit à Samuel Benzazon à Nice ou à Isabelle Larochette de la Fondation I Love You. Salut à vous tous. Sébastien, pour entrer dans le vif du sujet, on a beaucoup échangé sur cette année 2020 tous les deux à plusieurs reprises. Ce que je trouvais intéressant aujourd'hui d'amener sur la table, c'est d'une certaine manière aller un petit retour sur cette année 2020 qui a été particulière. Comment est-ce qu'à l'échelle d'un réseau de mandataires de 80 personnes, mais pas que, parce que je sais que tu échanges avec beaucoup d'autres professionnels sur le territoire, c'est quoi aujourd'hui, toi, ton vécu sur cette année 2020? Comment est-ce que toi, en tant que dirigeant, mais aussi tes mandataires ont vécu cette année 2020? Compliqué, alors compliqué parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais compliqué pas que sur le plan de l'immobilier au final. C'est que c'est compliqué pour tout le monde au quotidien. Et compliqué parce qu'elle avait super démarré. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vécu ces dernières années la même chose qu'en 2003-2007. Avec une différence, c'est qu'à cette époque, on disait les prix ne peuvent plus monter. Là, cette année, là, c'est la fin. Maintenant, ça va baisser, ça va chuter parce que ça ne peut plus monter. Puis tous les ans, on prenait 10 à 15 points d'augmentation de prix. Alors là, ce n'était pas les augmentations de prix qu'on avait, c'était les augmentations du nombre de transactions. Parce que quand on est revenu à des standards à 800, 850 000 transactions, c'est dit génial. Bon, de toute façon, là, on est au taquet. Et puis, 2019, on a fini à plus d'1 million de transactions. Là, on s'est dit, bon, ouais, c'est pareil, taquet. Et puis, on se rend compte que le premier, jusqu'au 10 mars, on était en train de faire des meilleurs résultats que l'année précédente. Alors, moi, j'avais repris, on avait un peu recruté, donc on peut se dire, il y a l'effet un peu de nouveaux agents, mais au final, quand on discutait avec, tu sais que je connais beaucoup de gens dans l'immobilier, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je navigue dans ce réseau, dans ce monde, et donc tout le monde me disait la même chose. Tout le monde disait, c'est génial, c'est presque indécent en fait. C'est-à-dire que, et d'un seul coup, alors que tout le monde est dans cette dynamique-là, on se prend 3 mois d'arrêt. Et on se prend 3 mois d'arrêt où pendant 2 mois et demi, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si ça va durer 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc ça, c'est ce qui a été compliqué, je dirais, à aborder avec les agents, parce qu'il fallait les rassurer, mais nous, on n'avait pas forcément d'infos pour les rassurer. C'est-à-dire dire à quelqu'un, quand ils disent, mais ça a duré combien de temps? Je ne sais pas, mais je peux pas juste lui dire, je ne sais pas, bonne journée, puis bon courage, quoi, on croise les doigts pour toi, et puis voilà, donc il fallait trouver des moyens de les rassurer, de les garder dans le rythme de leur activité. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas d'agence, on a besoin de travailler de chez soi. Moi, je l'ai commencé quand j'ai commencé à être formateur. C'est une autre façon de travailler aussi. Et donc, du coup, l'idée, c'était pas qu'ils partent dans une routine qui soit pas la bonne. Donc, nous, tu le sais très bien, on a beaucoup échangé là-dessus. On a beaucoup fait de formation. Ouais. Je pense qu'on a épuisé en fait le programme de l'année début mai. On a épuisé le programme de formation jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on est en train de repartir parce que la formation pour nous, chez nous, elle est très importante. Et puis, on a surtout fait les cafés du lundi toutes les semaines qu'on faisait à 14h, nous. Alors, pourquoi 14h? Parce qu'on a des gens en Martinique et en Guadeloupe et qu'à 9h du matin, il est 3h pour eux, donc c'était plus compliqué. Donc, on les faisait à 14h pour que tout le monde soit présent. Il n'y avait pas d'ordre du jour. En fait, l'idée, c'était l'humeur du jour, en fait. C'était ça le deal. Et donc, on a vraiment essayé de compenser, en fait, cette difficulté par de la présence. Voilà. Donc, la création, le fait d'être en capacité d'échanger, parce que cette solitude un peu entrepreneuriale, de contrer un petit peu cette solitude dans une période d'inquiétude en créant aussi des moments de convivialité et pas seulement des moments de formation. Parce que vous en avez fait effectivement beaucoup, mais ça ne suffit pas toujours pour contrer cet aspect un petit peu isolement que certains ont pu vivre. C'est Alain Le Tailleur qui te fait un petit coucou. Ah bah, une bise Alain alors.
qu'on se connaît depuis longtemps. Lui, il m'a presque vu démarrer dans l'immobilier. Et non, mais oui, alors on a fait des moments conviviaux. On avait notre convention nationale qui était prévue pendant le confinement, qu'on a fait en visioconférence. Alors on l'a un peu adapté. Et puis après, il y a eu beaucoup d'accompagnement aussi téléphonique. Voilà, on passait énormément de temps à s'appeler les uns les autres. Et puis on a aussi souhaité les accompagner sur d'autres sujets, parce qu'on les a accompagnés sur tout ce qui était formation, développement personnel, préparation à l'après, même si on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Mais on les a aussi préparés. On avait notre responsable, je dirais, administrative et financière qui a fait des petits dossiers pour les aider à avoir les aides de l'État. On a fait des visios là-dessus, des Facebook Live. Voilà, l'idée, c'était vraiment de les accompagner au maximum pour qu'ils ne se sentent pas seuls, parce que c'est déjà pas le cas en fait en temps normal, et encore moins dans cette période-là, quoi. Voilà. Donc, confinement, arrêt complet de l'activité pour beaucoup d'entre eux. Vous avez occupé le terrain, entre guillemets, en interne avec de la formation, des moments, etc. Le truc repart le 11 mai. Et là, c'est la folie. La fusée, Ariane, c'est… Alors moi, on en avait parlé. Moi, j'avais adoré en fait les discussions de 2 jours avant le déconfinement, parce qu'il y avait tous les Madame Irma de la planète immobilière qui commençaient à faire les prix vont chuter, il n'y aura plus d'acheteurs. Voilà. Les seules ventes qui se feront, c'est les ventes de rattrapage. Bon. Alors, il y a eu du rattrapage sur juin-juillet. Malgré tout, on a fait des mois records en juin et mois records en juillet en termes de nombre de compromis et en termes de volume de chiffre d'affaires. Alors moi, je m'attache beaucoup au nombre de compromis, parce que ce qui est important, c'est quand même le nombre de compromis, c'est les prises de parts de marché qu'on a. C'est pas juste les ventes qu'il faut, le chiffre d'affaires global qu'il faut analyser. Et puis à cette période-là, on s'attachait aux compromis parce qu'on n'avait plus d'actes. Plus d'actes, quasiment pas d'actes en fait. Par rapport à tous les compromis qu'on n'avait pas fait en mars, de mars à juin, on les retrouvait pas. Donc donc si moi je communiquais sur le chiffre d'affaires des actes, je générais du négatif. Donc j'étais plutôt à communiquer sur le compromis, avec quand même même si on a très peu de casse, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a très peu de casse sur nos dossiers, mais on communiquait beaucoup sur les compromis pour dire voilà, le marché il est dynamique, il y a de l'acquéreur, donc c'est important. Et il y avait aussi des nouveaux acquéreurs. Il y a eu du rattrapage, mais il y a eu beaucoup de nouveaux acquéreurs. Le mois d'août a été un très très bon mois, et le mois de septembre pour l'instant se poursuit. Voilà. Alors on n'est pas au même niveau que juillet où on a fait un mois, on a fait plus 30% par rapport au meilleur mois des 2 dernières années. Donc voilà, on avait beaucoup de rattrapage, mais on est sur un chiffre d'affaires qui va être au-dessus de l'année 2019. Malgré l'arrêt d'activité pendant 2 mois. Exactement. Ok. Dites-nous en commentaire, et n'hésitez pas à poser vos questions à Sébastien, bien sûr, et dites-nous en commentaire si vous avez vécu la même chose, pour l'avoir partagé avec beaucoup de mes clients en coaching ou en formation. Oui, on a connu une activité dingue sur juin et sur juillet. Je faisais personnellement partie des gens qui disaient, en tout cas, qui émettaient juste je ne sais pas, j'essaie de raison garder en tout cas en disant attention malgré tout, parce que de toute évidence, on est en train de rattraper les 2 mois d'inactivité. Que va advenir du marché en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, etc. Là, j'étais un petit peu plus dubitatif, notamment parce qu'on ne peut pas ne pas admettre que l'on est en train, ou qu'on va commencer à vivre probablement une crise économique, ou en tout cas de l'emploi, et qui peut ne pas être sans effet sur le marché. Comment est-ce que déjà, quand tu disais que septembre se porte encore bien, de mon côté, moi j'ai eu des échos sur des durcissements des conditions d'accès au crédit, par exemple. Est-ce que vous l'avez vécu, ce genre de choses-là, et est-ce que ça fait partie des points de vigilance qu'on doit avoir? Oui, alors nous, on a la particularité, c'est que Résoximo appartient à un grand groupe qui s'appelle Orix. Il y a plusieurs réseaux immobiliers, puis on a aussi notre propre société de courtage de crédit interne. Et donc ça, c'est un plus pour nos agents aussi. Parce que d'ailleurs, Éric Lefebvre, qui est le directeur de développement, va venir, il va intervenir la semaine, pas jeudi de cette semaine, mais jeudi de la semaine prochaine. Je fais une formation en fait sur la prise d'offre d'achat, la négociation de l'offre d'achat. Et en fait, on fait une formation à 2 parce que je pense que dans la prise d'offre d'achat et dans la négociation du prix, l'intégration en fait du financement et de la préparation au financement, elle est essentielle aujourd'hui.
On a eu quelques refus de prêt. Alors, notamment sur des personnes spécifiques, en fait, parce que pour l'instant, on ne ressent pas quand même le chômage, la crise économique sur le marché. Maintenant, on sent des profils. C'est-à-dire qu'en fait, on a moins de profils de primo-accédants. Parce que un élément très important, moi, je préconise toujours à tout le monde la charge vendeur quand on est sur nos mandats et sur le compromis. On le voit en ce moment. Vous avez un financement à 100%. Alors, je vais parler un peu technique, mais c'est très important d'avoir ça en tête. Vous avez un financement à 100%. Et derrière, vous êtes en charge acquéreur et on vous fait un refus de prêt parce qu'on ne peut pas financer les frais de négociation et autres. Donc, à un moment donné, c'est tous ces éléments-là qu'il faut aussi rediscuter, retravailler, réfléchir à tous ces éléments-là. Et donc, du coup, nous, on le fait avec l'appui de notre société de courtage. Et si on le fait en amont, c'est toujours le même schéma, en fait. C'est soit on se dit, j'empile des offres et des compromis, et puis on verra ce qui se passera à la fin. Maintenant, le problème, c'est que pour moi, c'est les montagnes russes de l'émotion, en fait. Parce que j'empile, je suis super content, je suis dans une émotion très positive, et après, je vais devenir une émotion très négative. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de préparer le terrain sur le financement pour pouvoir, en fait, avoir peut-être une offre de moins qui passe, mais que quand elle passe, elle est sûre, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les banques ne prêtent pas moins, mais elles prêtent mieux, on va dire. Je ne sais pas si c'est clair ce que. Mais. Vas-y. Voilà, c'est ça le truc, en fait. C'est que les banques vont se dire, moi, je veux prêter autant, mais je veux prendre moins de risques, entre guillemets. Donc. OK. Donc, sur les conditions d'accès, vous avez déjà commencé à noter malgré tout, donc elles ne prêtent pas moins, mais elles sont plus vigilantes, elles prêtent mieux et pas à n'importe quelle condition, ce qui est fondamentalement plutôt sain d'ailleurs. Comment est-ce que toi tu vois, si tant est que tu veuilles voir quelque chose, les mois qui viennent, les semaines, les mois qui viennent, ou en tout cas jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que clairement on continue là-dedans et on fait une année 2020 finalement meilleure que l'année 2019? Et si oui, est-ce que ça peut continuer encore un peu plus loin? Quel est toi ton regard là-dessus ou ce sur quoi notre regard doit se porter pour pouvoir l'analyser intelligemment, si toutefois tu ne veux pas t'engager sur un pronostic? Alors, je pense qu'on va faire une meilleure année en nombre de compromis, en chiffre d'affaires compromis que l'année 2019. En revanche, je suis convaincu qu'on ne fera pas la meilleure année où on fera quasiment au même niveau que l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'en perdant 3 mois de décalage, en fait, on les a dans nos chiffres, mais on les a en encaissement, on aura 30% de moins en fait dans l'encaissement en fin d'année. Ça, on peut pas le nier. Alors, à moins que, et encore que maintenant, toutes les ventes qu'on va faire, c'est pour, ça va vite être, on arrive encore à en acter d'ici la fin de l'année, mais d'ici 15 jours, c'est pour 2021 qu'on prépare. Donc, moi, je pense que l'année, elle va être quand même bonne par rapport à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on a vécu, elle va être quand même plutôt bonne. J'aime pas trop, moi, faire des plans sur la comète parce que. C'est pour ça que je t'embête. Oui, mais je sais bien. Mais en fait, parce que tu sais, en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, quoi. On peut nous dire, tiens, tu avais dit que ce serait le carton. Et cette interview, elle est beau être en live, elle sera sur ma chaîne YouTube, hein, donc elle sera visible pendant quelques années. Et elle sera datée. Non, moi, il y a un clignotant que je regarde vraiment beaucoup en ce moment, c'est les mandats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'acquéreur, il est là, en fait. Il y en a certains qui sont moins finançables, il y en a certains qui vont avoir moins de financement. Je ne suis pas certain que la vague de licenciement, elle soit sur une grosse partie de notre clientèle, pour être très honnête. Donc, je ne suis pas très inquiet sur ça. Je suis plus inquiet, c'est toujours le même schéma, c'est que la vague de licenciement, elle n'est pas sur la solvabilité forcément de tous nos clients, elle est sur la confiance des gens. C'est-à-dire que quand on va avoir une vague de licenciement, les gens vont avoir peur de perte de confiance. Tu sais comment est le français? Le français, c'est l'Européen qui place le plus d'argent dans les banques. Alors, pas sur la bourse, hein. Je passe sur les placements non risqués à 2%, à 1,50. On a, je crois, c'est 18 ou 19% des revenus qui sont placés sur des placements non risqués. Et en fait, il faudrait débloquer un peu ça pour que l'économie se libère. Donc, en fait, l'idée, c'est quel impact va avoir la confiance si l'économie se durcit un peu sur la fin de l'année. Soit, pour moi, je ne vais pas te faire une prévision, je vais te faire 2 prévisions.
soit cette confiance, elle rassure les gens sur s'orienter vers la pierre plutôt que les banques, ce qu'on voit beaucoup. J'ai discuté depuis plusieurs jours avec des négos. Ils ont beaucoup d'investisseurs en ce moment, malgré ce qu'on peut imaginer. Et ils ont beaucoup vendu des immeubles. Là, j'ai une négo, elle m'a vendu 2 immeubles la semaine dernière. J'ai un pote qui est investisseur, il m'a dit il faut que je trouve des immeubles à investir. Donc en fait, alors attention, investissement, on s'en rend compte d'une chose, c'est qu'avec le confinement, beaucoup se sont réorientés sur le Airbnb plutôt que sur la location, excuse-moi, sur la location annuelle. Habitation pure, que sur les Airbnb, parce que le Airbnb, ceux qui en ont fait pendant les 3 mois, là, ils ont pris un peu cher quand même. Donc du coup, il y a aussi ce recentrage là, j'ai un de mes copains à qui j'ai proposé un bien, moi, de notre réseau. Et ce qui lui a plu, c'est que la maison, elle permet d'avoir un loyer à 1 000 € d'habitation et de faire 3-4 studios en Airbnb. Okay. Donc, il dit, je sécurise en fait mon acquisition par cette rente mensuelle et puis après, je peux faire un peu d'Airbnb. Donc, en fait, premièrement, les gens s'orientent vers la pierre. Deuxièmement, le problème aussi, c'est que si la crise et la confiance des gens est forte, ils peuvent se dire, attention, on fait plus d'investissement, on attend de voir comment ça va se passer, on réduit. Donc, moi, j'ai cette inquiétude-là. Et donc, du coup, je sensibilise beaucoup mes négos sur la rentrée de mandat parce qu'aujourd'hui, j'en parle tout le temps et des fois je les saoule avec ça, mais ceux qui rentrent du mandat, ils vendent en ce moment. Et donc, il faut vraiment être sur le terrain, en fait. On a beaucoup de demandes d'acheteurs, donc il faut bien cibler ces acheteurs quand même parce qu'on ne peut pas se permettre de faire 15 visites inutiles avec des personnes qui n'ont pas de financement et autres, parce que tout ce temps-là, on passe pas ce temps-là à être sur le terrain, à faire notre prospection, à faire notre pige, à faire nos réseaux sociaux. Tu sais, le multicanal, comme tu aimes le dire, et que notre métier ne se passe pas que sur les réseaux sociaux. Elle se passe sur les réseaux sociaux, mais pas que. Alors, on en a parlé déjà, hein, tu sais que moi, les gens qui communiquent sur le fait qu'il faut tout arrêter, les anciennes pratiques de l'immobilier, faire que du Facebook, ça m'horripile parce que d'une part, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'outil. Et deuxièmement, pour moi, je trouve que ce que j'aime bien dans le discours que tu donnes, c'est vraiment de se dire que notre client, il est aujourd'hui sur plusieurs canaux de communication et c'est à nous d'aller chercher sur les différents canaux, quoi. Donc, il ne faut pas oublier ça, en fait. Merci pour la précision. Du coup, sur le sujet mandat, qui je sais est ton cheval de bataille, donc j'entends ce que tu dis sur le fait que même si on venait à perdre une partie des acquéreurs, de toute façon, on a une telle distorsion entre l'offre et la demande que malgré tout, on aurait toujours, entre guillemets, suffisamment d'acquéreurs pour vendre le stock. Pour autant, c'est quoi tes constats sur le stock aujourd'hui? Parce que justement, on était déjà en pénurie de mandats sur le début d'année. Cette espèce de frénésie qu'on vient de vivre a, à mon avis, accentué cet effet-là. On en est où des niveaux de stock de biens disponibles à la vente aujourd'hui? Alors, en fait, moi, j'ai vu 3 temps dans l'année sur les mandats. Tu as raison. Alors, une pénurie, j'irai peut-être pas jusque-là, mais on avait une baisse du nombre de mandats par agent. Moi, j'aime bien avoir par agent parce que si je dis j'ai explosé mes mandats, mais j'ai recruté 40% de plus d'agents, c'est normal aussi, hein. Donc, en moyenne par agent, on avait une baisse du nombre de mandats sur le premier trimestre. J'imagine bien que mars, avril, mai, ça a été encore plus que d'habitude puisqu'il y avait quasiment plus rien. Même si on a su mettre des outils digitaux en place avec de la visite virtuelle pour faire des préparations, je dirais, à la reprise de l'activité. Ensuite, on a eu des records de rentrée de mandat en juin, juillet et août. Ok. Voilà, on a explosé les compteurs en qualité et en quantité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant rentré d'exclusivité et on n'a jamais autant rentré de volume. Je pense que l'exclusivité a été aussi beaucoup due au fait que expliquer aux gens qu'il y aura un seul interlocuteur, une seule personne, ça aide dans les conditions sanitaires qu'on a vécues. Et puis là, on voit que ça se ralentit un peu. C'est pas une pénurie, mais ça se ralentit. Mais en revanche, le taux d'exclus est toujours bon, en fait. C'est pour ça que le marché est assez dynamique, en fait, et que les négos vivent bien. Il serait bien, en fait, je pense qu'il serait bien en ce moment de faire une nouvelle étude sur la part des agents et la part des particuliers sur les ventes, en fait.
Ouais. Parce qu'avec les conditions sanitaires, je suis pas certain. Je pense qu'on peut gagner un peu de part de marché encore. Ouais. Parce que est-ce que tu vas avoir envie de faire venir un inconnu chez toi, ou est-ce que tu préfères que ce soit un agent immobilier qui va présélectionner cette personne-là, quoi. Donc, je pense qu'il voilà, mais on perd du stock, oui. On a moins de stock qu'avant. On le voit même d'ailleurs sur les sites d'annonces, il y a beaucoup moins de biens en vente. Mais par contre, vu qu'on a la qualité, alors je parle là pour Résoximo, hein, je n'ai pas forcément la vision sur tous les réseaux, mais chez Résoximo, on est passé de 15% l'année dernière, on n'est pas loin de 25%, on tourne à entre 25 et 30% de rentrée de mandat d'exclusivité tous les mois. Ce n'est pas encore suffisant. Moi, j'aimerais qu'on passe à le cap des 50%. Mais c'est une vraie évolution et c'est une évolution qui nous permet de protéger notre chiffre d'affaires, quoi, tout simplement. Sébastien, avant qu'on passe aux 3 dernières questions rapides, et encore une fois, n'hésitez pas à me poser et à nous poser toutes vos questions si vous avez des questions pour Sébastien. Avant qu'on passe à ces 3 petites questions, Sébastien, c'est quoi pour toi, à la fois de manière générale, dû à ta longue expérience et dans des contextes différents, et notamment dans le contexte actuel, les 3 qualités fondamentales d'un top performer? Je sais que j'en connais quelques-uns dans ton réseau actuel, mais pas que. C'est quoi les 3 top qualités que tu vas ressortir systématiquement? Alors, la première qualité, c'est la régularité. Okay. La régularité dans l'effort. Moi, je l'ai vécu dans l'effort dans l'effort du quotidien. D'accord. Dans l'effort tout court. Dans l'effort de prospection? Ouais, dans l'effort de prospection, dans l'effort de suivre ses clients. On s'aperçoit quand même que c'est un métier où c'est quand même très complexe. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai été mandataire en même temps que formateur. C'est possible. Mais quand tu pars 10 jours en formation à Paris, les 10 jours que tu n'as pas passé sur le terrain, tu les payes pendant 1 mois et demi quand même. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est que moi, je pense je parle pour les réseaux de mandataires. Parce que les réseaux d'agence, c'est différent. Puisque les réseaux d'agence, celui qui ne fait pas l'effort, il ne reste pas dans l'agence. Et ainsi de suite. Nous, c'est un peu différent parce qu'on a la chance d'avoir des réseaux qui permettent à chacun de gérer son chiffre d'affaires et son temps de travail qu'il souhaite. Et moi, j'ai aucun problème là-dessus. Moi, quelqu'un me dit je veux faire 60 000 € de chiffre d'affaires parce que je vais gagner 2005 par mois et je vais être heureux. Franchement, j'ai aucun problème. Et celui qui me dit je vais faire 400 000 parce que si je ne fais pas 400 000, je ne serai pas heureux, j'ai aucun problème là-dessus non plus. Par contre, une chose que je sais, c'est que ceux qui font 70, 80 ou ceux qui font 300, le critère de base, c'est de se dire je suis régulièrement toute la semaine au travail. En clair, je ne peux pas bosser une semaine à fond et pendant 15 jours plus bosser. Alors, je mets de côté les périodes de vacances qu'on a tous besoin pour décompresser, mais bien sûr. On a besoin vraiment d'être toujours en activité. Donc, la régularité dans le travail, on en parlait il n'y a pas très longtemps sur le fait que arrêtons des fois de dire au négo il faut faire de la prospection porte à porte tous les matins pendant 2 heures, parce qu'au final, ils ne le font pas tous les matins pendant 2 heures, et ils vont le faire une fois de temps en temps, une semaine de temps en temps. Et moi, je préfère qu'ils fassent 2-3 par semaine, mais toutes les semaines. Et surtout, ne pas oublier toutes les autres actions, quoi. Tu sais que ça va te faire sourire, mais aller prendre le café chez le cafetier du coin, s'ils ne le font pas toutes les semaines, c'est pas non plus. Voilà, c'est un effort qu'ils doivent faire aussi. Donc, c'est vraiment cette régularité dans l'effort, ceux qui sont réguliers dans le travail. Tu m'as dit 3, ça. Ouais. Ça fait 1, la régularité. Je pense qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens parce que notre job, c'est jamais de juger. J'ai ça en tête parce que j'ai fait une formation sur la découverte acquéreur la semaine dernière. Et en fait, on ne doit jamais juger les critères de nos clients. C'est leurs critères. On est d'accord ou pas d'accord, c'est un fait, mais on ne doit pas les juger. Nous, on doit les accompagner pour qu'ils trouvent ce qu'ils veulent, mais on n'a pas de jugement à avoir. Et puis le dernier point, mais ça fait partie du mot qu'on va parler des 3 questions classiques de notre métier, donc je vais essayer de t'en trouver un autre. Mais l'autre élément, c'est les outils au service de l'humain et pas les outils en fait qui prennent le pas sur l'humain. En fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois très bien, mais je veux bien que tu expliques. C'est-à-dire que quand nous, on travaille avec l'outil Gestimo pour faire les rapports d'estimation, c'est un outil qui est plutôt bien fait. Mais cet outil ne sert à rien
si on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas le présenter et si on envoie juste ce rapport en mail sans explication à nos clients. Donc, c'est ça l'idée, c'est l'outil au service de l'humain et pas l'inverse. Ok, merci pour tout ça. Si vous en voyez d'autres en commentaire de qualité, n'hésitez pas aussi Il y en a plein d'autres. Hein. Bien sûr, à challenger ça en commentaire. Sébastien, je te propose qu'on passe à nos 3 petites questions rapides de la fin. Avant ça, je vous rappelle que vous avez un lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Vous soyez en train de la regarder dans le groupe Rassemblimo sur YouTube pour accéder à ma nouvelle formation offerte, les 6 piliers du conseiller immobilier magnétique. Vous cliquez et vous accédez à cette formation gratuite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous tout de suite pour accéder à toutes les autres interviews réalisées depuis 2 ans maintenant. Sébastien, 3 dernières petites questions rapides, tu le sais. La première, à titre très perso, c'est quoi ton rapport au logement? Alors moi, j'ai un rapport très particulier au logement. Très particulier, parce que sans aller dans ma vie trop perso quand même, mais je viens d'un milieu, je dirais, assez complexe. Et le logement, pour moi, c'était vraiment comment dire, le côté très rassurant, en fait. De se dire, quand tu as un logement, mine de rien, il peut pas t'arriver grand-chose. Ouais. Là, il peut pas t'arriver grand-chose. En tout cas, voilà, moi, j'ai une petite fille et tous les jours, je me dis, il faut que je m'organise pour que, à l'avenir, elle soit sûre d'avoir un toit au-dessus d'elle, quoi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on voit ceux qui en ont pas, c'est quand même très compliqué. Ouais. Donc ça, c'est le côté un peu moins drôle, mais c'est quand même un élément important. Bien sûr. C'est la famille. C'est-à-dire, pour moi, c'est la famille et c'est le souvenir, en fait. C'est-à-dire qu'on a tous en tête, ceux qui ont été sur Facebook, ils ont peut-être vu, je ne mets pas trop de choses personnelles, mais voilà, hier, je fêtais l'anniversaire de mariage avec mon épouse. Et en fait, c'est tout ça, en fait. C'est de se dire, ce jour-là, il y a des moments dans notre vie où on visualise, il y a 10 ans, 15 ans, où on était dans notre maison, dans notre appartement, dans quelle pièce. Ceux qui, par exemple, on en parle souvent, mais le 11 novembre, ceux qui étaient chez eux, ils savent exactement, en fait, où ils étaient quand il y a eu ça. S'ils étaient chez eux, ils savent s'ils étaient dans le canapé, dans leur bureau. Donc ça, c'est pour moi, c'est le souvenir, la famille et le côté très rassurant. Voilà. Merci. C'est quoi pour toi, en tout cas, si tu devais décrire l'agent immobilier parfait en un mot, ou en tout cas, voilà, c'est quoi le conseiller immobilier en un mot? Alors moi, j'ai mis le mot transparent, ouais. Mais je vais détailler un peu plus, c'est que transparent dans la globalité de son métier, c'est-à-dire que l'agent immobilier, c'est ton ancien, le dernier intervenant chez Rassemblimo que tu as eu la semaine dernière, qui a dit un truc très intéressant. Le client, aujourd'hui, il est surinformé, il est beaucoup plus informé et on doit être professionnel dans notre métier. Moi, j'ai commencé en 97. Je me souviens quand la loi SRU est passée sur le délai de rétractation de 7 jours. À l'époque, elle était de 7 jours pour les plus anciens. J'avais un confrère, je travaillais sur Angers, je tairai son nom bien évidemment, parce qu'il est en plus toujours sur la place, qui avait dit, tu sais, quand il y a une loi, il y a la loi qui passe et il y a le décret d'application qui passe quelques jours après. Et quand la loi est passée, le décret n'étant pas passé, il expliquait aux gens qu'ils avaient 7 jours pour se rétracter. Alors que le décret n'étant pas passé, ce n'était pas le cas. Et quand les gens voulaient se rétracter, ils disent non, vous n'avez pas compris, je vous ai dit que en fait, ça allait passer, mais que ce n'est pas encore le cas. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus aujourd'hui faire et dire. Et c'est très bien, en fait. Bien sûr. Parce qu'en fait, on a des clients qui sont très informés, surinformés. C'est pour ça qu'on doit former nos équipes au quotidien. C'est pour ça que nous, on les forme tous les 15 jours, pendant 2 heures, parce que c'est indispensable d'être au fait de tout ce qui se passe. Donc, on doit avoir la transparence sur notre métier et la transparence aussi sur leurs projets, leur dire les choses. Moi, ça m'insupporte quand on dit je l'ai pris à 15% plus cher, mais ça vaut pas ça. Mais tu lui as dit, bah non, parce que en fait, j'ai peur de pas avoir le mandat, quoi. Et là, on va arriver dans une période où on va avoir de plus en plus ce discours-là. Et moi, ça me rend dingue, parce qu'en fait, on est en train de jouer avec, pour certaines personnes, des enjeux personnels très puissants. Bien sûr. Donc la transparence, elle est indispensable. Et puis, juste si je peux rajouter un petit mot,
qui moi, est important parce que je le dis souvent dans les formations à mes agents, on a tous invité plein de potes, plein d'amis chez nous à faire un barbecue, à boire l'apéro. Mais quels sont nos amis qui, dès la première fois qu'ils sont venus chez nous, on leur a fait visiter notre salle de bain et notre chambre? Très peu. Alors qu'on fait ça à un agent immobilier qu'on ne connaît pas. Donc, c'est très important d'avoir des bonnes valeurs, un bon respect de l'éducation, se déchausser, ne pas marcher avec ses chaussures sur le tapis de salle de bain, voilà, ce genre de choses, parce que en fait, les gens, ils nous montrent beaucoup d'intimité en très peu de temps. On a cette chance d'avoir ça, cette relation avec nos clients. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus et encore plus avec la période sanitaire que l'on vit, quoi. Sébastien, pour terminer, est-ce que tu as une ressource à communiquer aux conseillers immobiliers, un livre éventuellement que tu voudrais leur conseiller? Alors, j'ai fait comme d'autres, hein. J'en ai plusieurs. Il n'y a que des tricheurs. Vous regardez trop les interviews des autres. Alors, si je laisse passer un truc, après, il y a tout le monde qui s'engouffre dans la brèche. Alors, ça, c'est mon livre de chevet qu'on m'a offert en 2013. C'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est très. Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que il vieillit pas, ce bouquin. En fait, et c'est marrant parce que quand tu m'as dit ça, je l'ai ressorti et je me suis dit, tiens, ça fait quelques années que je ne l'ai pas lu, je vais le relire parce que c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Donc, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Super. En fait, l'idée, c'est plein d'explications que si on n'ose pas faire les choses, si on n'ose pas demander, en fait, attention, manipulation, c'est pas que négatif, hein, il peut y avoir de la manipulation positive. Alors, j'ai un livre que j'ai malheureusement prêté, et comme toujours, j'aime pas réclamer les livres, je sais qu'il me l'a prêté, si jamais il écoute ce live, qu'il n'hésite pas à me le c'est le livre de Francis Zenz, qui s'appelle « J'ai de la chance ». Ok, j'ai de la chance, ok. Alors, c'est j'aide, J'-A-I-D-E, la chance, et quand on découpe le mot j'aide, ça fait j'ai de la chance. Ce que je trouve très bien dans ce livre, c'est que c'est la première fois dans le développement personnel, on dit toujours plein de bonnes idées, plein de bonnes choses, sauf que lui, il l'a mis en application. Okay. Puisqu'à chaque fin de chapitre, il te sollicite pour que tu lui envoies un mail pour dire j'ai fini le premier chapitre, et si tu es tiré au sort, en fait, tu gagnes son prochain livre, un relais château, et à la fin, il te demande si tu as gagné un cadeau, et voilà. Et en fait, l'idée, c'est de dire si tu n'as pas fait l'effort d'envoyer ce mail, tu n'as aucune chance de gagner quoi que ce soit, quoi. Et je trouve vraiment intéressant ce livre. Et un tout petit dernier, parce que ça n'a rien à voir avec l'immobilier, c'est un livre qui devrait être obligatoire à tous les managers. Ok. Moi, je l'ai lu quand j'ai eu ma fille. L'éducation positive. Je l'ai lu quand j'ai eu ma fille parce que, en fait, je pense que on essaye d'être moins dans le directif, de plutôt laisser nos enfants un peu plus faire leurs expériences. Et surtout, j'ai un copain, Chris Lehoux, qui est coach mental de sportif. Il a fait les JO de Rio avec l'équipe de France de volley. Et il dit toujours une chose, c'est que nos enfants, de toute la naissance, on leur dit fais pas ci, fais pas ça. On leur met des peurs, en fait, au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a peur de l'échec après. Parce qu'on nous a tellement mis en garde vis-à-vis de l'échec qu'on a peur de l'échec. Alors, bien évidemment, toute sécurité pour les enfants. Mais moi, en fait, il m'a aidé pour essayer d'être positif avec ma fille. C'est pas toujours facile, parce qu'on a des protecteurs. Mais j'essaye. Il y a beaucoup d'éléments dans ce livre que je transpose dans le travail, parce que je trouve que le manager, s'il a une éducation positive ou un management positif, c'est là où il devient manager et pas chef, en fait. C'est ça la grande. Voilà. Donc, j'ai un peu triché, mais voilà. Ça ira pour cette fois. Sébastien, merci infiniment pour le temps accordé. Dites-nous en commentaire si cette interview vous a plu, bien évidemment. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Voilà, faites-nous un petit coucou dans le chat. 39 minutes, on est dans le timing. Sébastien, merci beaucoup pour ton temps. Je sais qu'il est précieux. Merci pour tout ce que tu as partagé pendant ces 40 minutes. C'était un grand plaisir. Faites-nous signe avant qu'on se quitte dans le chat si vous voulez nous dire un dernier mot. La semaine prochaine, on sera le 29 septembre et je recevrai Fabien, qui est un spécialiste de l'immobilier commercial et professionnel. Donc, on parlera d'une branche spécifique de la profession. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse,
N'hésitez pas à vous connecter mardi prochain à 9 h avec Fabien. Je vois que je n'ai pas de nouveaux commentaires qui arrivent. Si, bien sûr. Top, merci. Un petit temps de décalage. Voilà, merci encore une fois infiniment. Merci à toi. Merci. N'hésitez pas à commenter. On viendra avec Sébastien répondre à vos commentaires ou à vos questions s'il y en a pour ceux qui regarderont cette interview en replay. Passez une très très belle fin de journée et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao!